Chers fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, lorsqu'on refuse d'observer les lois qui régissent tous les citoyens au nom d'une certaine liberté, ce n'est plus de la démocratie. Bienvenue dans votre émission Tous les Légiers. Tous les Légiers, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui vous connecte à la pensée de nos pères les évêques morts ou vivants à travers les lettres pastorales pour former et raviver en nous notre conscience citoyenne et chrétienne. Tous les Légiers reçoit pour vous cette semaine, une fois encore, le professeur Alain-François Adéo, spécialiste en discours social de l'Église. Il nous apporte son expertise dans la compréhension de la lettre pastorale, exigence de la démocratie, donnée par nos pères les évêques à Abomey le 14 février 1992. Bienvenue à vous, professeur Adéo. Bonjour, cher père. Merci. C'est moi. Alors, professeur Adéo, en face des difficultés économiques, sociales et politiques, les évêques du Bénin ont adressé au peuple béninois 3 lettres, à savoir « Convertissez-vous et le Bénin vivra » dans un premier temps, « Au service du relèvement de notre pays » dans un deuxième temps, et dans un troisième, ils ont envoyé une autre lettre qu'on appelle « Face au défi du renouveau démocratique ». Et comme si cela ne suffisait pas, ils viennent d'écrire en 92 une autre lettre, exigence de la démocratie. Alors je m'en vais vous demander quel était le contexte dans lequel nous nous retrouvions en ce moment-là pour que les évêques coup sur coup envoient de ces messages-là. Merci beaucoup, cher père. Bonjour les téléspectateurs de Lumen Christi TV. Avant de répondre plus précisément sur le contexte, je voudrais remercier nos pères les évêques qui ont eu, je dirais, les inspirations. Ils ont été très féconds, excusez-moi l'expression. Ils ont produit lettre sur lettre pour, j'allais dire, nous aider à construire la démocratie. Puisqu'on venait fraîchement d'entrer. Fraîchement d'entrer dans le renouveau démocratique. Donc il fallait accompagner cela. En dehors des évêques et de l'Église catholique, je continue de me poser la question. S'il y a une seule institution, par ailleurs, qui a fait autant. Et qui se soucie autant du devenir de ce pays. Et ma réponse, c'est non. C'est non. Alors je fixe à nouveau le contexte. Vous l'avez très bien campé déjà. Nous étions au lendemain de la conférence nationale, 1990. 1991, les premières élections, notamment l'élection présidentielle. Un civil venait d'être élu à la présidence de la République. Un civil depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 92, donc conférence nationale terminée, élection présidentielle. Les institutions, les nouvelles institutions de la République, dont les nouvelles institutions du renouveau démocratique, avaient commencé à être mises en place. Dans le pays, nous avons commencé à poser les premiers pas de la démocratie. Je me souviens, quand on préparait la conférence, on était à quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, le bruit avait couru que un ancien président de la République française survolait notre territoire national et se préoccupait des exigences de la démocratie en contexte africain. Il s'était demandé si les Africains pouvaient. Alors, je n'ose pas dire que l'expérience que nous sommes en train de faire et que nous avons faite jusqu'ici montre que, 1, c'est difficile, 2, que nous sommes en train de relever le défi, petit à petit. Mais c'est vrai, la démocratie a des exigences. À la limite, je dirais, n'est pas un régime démocratique qui veut. Il faut savoir ce que c'est. C'est pour ça que la lettre de 1992, à la suite des 3 que vous avez rappelés, est une lettre extrêmement importante. Au sortir de la conférence, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens notamment, pouvaient confondre liberté et libertinage. Chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, c'est la liberté. Nous sommes dans un pays où. Mais le plus important, c'est que les citoyens, ne sachant pas ce que c'est réellement que la démocratie, laissent les dirigeants faire ce qu'ils veulent. À la limite, je dirais malheureusement, c'est arrivé. Mais je me situe à nouveau dans le contexte. Nous sommes dans un pays, le Bénin,
qui est reconnu comme un pays pauvre, est-ce que ceci ne va pas nous amener à oublier que la démocratie a des exigences? Donc c'est tout ça, ces petites questions que les évêques nous ont rappelées dans le contexte que je viens également de préciser. 1992, c'est vraiment le cœur de la première décennie du lendemain de la conférence nationale. Il fallait donc poser les bases pour que ce qui doit être fait soit fait. Dans les normes. Dans les normes exigées par la démocratie elle-même. C'est ça le contexte dans lequel nous étions à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, vu que vous nous avez déblayé le chemin qui conduit vraiment à la compréhension du contexte de notre message, je voudrais vous demander quelles sont les différentes articulations de ce message-là, que je trouve un peu dense. Hein? Le message est très dense. Le message est vraiment, vraiment dense. Et les évêques n'ont pas manqué d'aborder une série de thématiques particulièrement intéressantes, mais en trois grands points. En trois grands points. La démocratie, de façon générale, qu'est-ce que c'est? Et au lieu de nous répondre directement à cette question-là, qu'est-ce que c'est? Ils nous ont répondu de façon détournée. Mais je vais y revenir. Ils ont présenté, donné leur message en trois grands points. Le premier, c'est quel sens donner à la démocratie dans le contexte de notre pays. Ça, c'est le premier grand point qu'ils ont abordé en trois sous-points. Ce que la démocratie n'est pas, ce que la démocratie est réellement, et ce que la démocratie doit être. Ce que la démocratie n'est pas, ce qu'elle est, et ce qu'elle doit être chez nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont situé le citoyen face à la démocratie. En quatre sous-points. Le respect du bien commun, l'amour du pays, l'esprit d'initiative et la garantie de liberté pour tous. Donc le citoyen en contexte démocratique. Troisième et dernier point, le chrétien catholique en particulier, face à la démocratie. En trois sous-points, la foi en Dieu et la foi en l'avenir, la vérité, la justice et l'honnêteté, et le souci de l'unité nationale. Ce sont ces différents points que les évêques ont abordés dans leur message. Merci, professeur Diou. Alors, c'est quoi en réalité la démocratie selon l'analyse de nos pères les évêques? Je voudrais que nous parlions un peu du contenu de cette lettre-là. Et comme je le disais tantôt, plutôt que de répondre directement à la démocratie, à la question, oui. La démocratie, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, de façon pédagogique, ils nous ont répondu à l'autre question, à la question sous l'autre forme, ce que la démocratie n'est pas, pour que cela reste bien calé dans notre tête. Alors, qu'est-ce que la démocratie n'est pas? Je les cite pour ne pas me tromper. La démocratie n'est pas synonyme d'individualisme, d'égoïsme, encore moins d'anarchie. Ils ont campé le sujet. Ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas l'anarchie. Et ils se justifient. Et là aussi, je vais lire avant de commenter. Lorsqu'on cherche exclusivement son intérêt personnel ou l'intérêt de son corps social au détriment de l'intérêt de l'ensemble de la communauté nationale, ça là, ce n'est pas la démocratie. Lorsqu'on recherche des avantages sociaux, sans doute légitimes, mais en faisant fi de la réalité concrète du pays, ça, ce n'est pas de la démocratie. Lorsqu'on refuse d'observer les lois qui régissent tous les citoyens au nom d'une certaine liberté personnelle, ça non plus, ce n'est pas de la démocratie. Et il nous rappelle des comportements que nous avions eus et qu'on peut encore observer. Je les cite.
il ne doit y avoir de revendication qui passe au-dessus de l'intérêt général de la nation. C'est au regard de cet intérêt de la nation, que se justifie toute affirmation de droit particulier. Il est des attitudes qui ont des apparences de lutte pour la justice, mais qui, au fond, cachent une volonté d'exploitation et d'oppression d'une certaine catégorie sociale au profit d'une autre. Tous ces comportements, tous ces agissements sont loin d'être des comportements de démocratie, des agissements de démocratie. La démocratie, précise-t-il encore, implique des droits et des devoirs, deux réalités inséparables auxquelles tout citoyen doit se conformer. Donc ils ont campé le sujet. La démocratie, ce n'est pas du désordre. La liberté à défendre, ce n'est pas du libertinage. La démocratie s'exprime en deux points, droit et devoir du citoyen. Ce n'est pas que des droits. Ce n'est pas que des droits. C'est les droits et les devoirs. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et là, on a dit, c'est reconnu, droit et devoir des citoyens. Le dirigeant, avant d'être dirigeant, est citoyen. Donc, ce n'est pas impossible du tout que des droits du dirigeant soient remis en cause par les citoyens. Ce n'est pas impossible du tout que les dirigeants se voient obligés de respecter les devoirs ou les droits des citoyens. Donc, c'est droits et devoirs des citoyens. Ça veut dire que si dans notre pays, au lendemain du renouveau démocratique, inauguré par la conférence nationale, si nous n'apprenons pas ce que c'est que nos droits, ce que c'est que nos devoirs, nous allons vivre dans un pays en désordre. Ça, c'est ce que la démocratie n'est pas. Ce que la démocratie est réellement. Et là aussi, je le cite. La démocratie se définit couramment comme le régime politique dans lequel la souveraineté appartient aux citoyens, à l'ensemble des citoyens. Il se caractérise par la démocratie, se caractérise par la démocratie, n'est-ce pas, ou alors le régime démocratique, se caractérise par le contrôle qu'exerce le peuple sur les pouvoirs publics. Est-ce que le peuple exerce le contrôle qu'exerce le peuple sur les pouvoirs publics. Est-ce que le peuple exerce réellement un contrôle sur le pouvoir public aujourd'hui? Je ne vous détourne pas de votre développement. Vous avez bien compris. Je me plaît de lancer la question comme ça. Oui. Quitte à revenir. Absolument. Et je suis d'accord avec vous. Mais vous avez dit, est-ce que le peuple exerce réellement le contrôle sur le pouvoir public aujourd'hui? Et avant de vous répondre, est-ce que le peuple sait qu'il a un contrôle à exercer sur les pouvoirs publics? Et c'est là que revient tout le débat. L'épineuse question de la formation des citoyens. Tout le débat, cher père, est là. Avant d'exercer le contrôle, c'est un droit. C'est ça. Avant d'exercer le contrôle, le droit de contrôle, il faut savoir que l'on a ce droit-là. Que l'on a ce droit-là. Laissons même les dirigeants au sommet de l'État. Je suis citoyen. Je sors de chez moi. J'ai ma moto ou j'ai ma voiture. Je roule. L'agent de sécurité m'arrête. J'ai le devoir de m'arrêter. Parce que d'abord, il est en uniforme. J'ai le devoir de m'arrêter. Là où il m'a arrêté, je m'arrête. Et si nous constatons que je gêne la circulation, je me déplace. Et puis je gare. Il vient. Nous parlons. Je réponds à ses questions. Il demande des choses. Je les lui présente. Avec courtoisie. Avec courtoisie. Lui le fait avec courtoisie. Et moi aussi avec courtoisie. Si je suis dans mes droits, il ne peut pas abuser de moi. Parce que je connais mes droits. Je suis en règle. Il me pose des questions, je donne mes réponses. Je lui montre mes papiers. Il est obligé de me respecter, de me saluer, de me remercier et de partir. Mais si je n'ai pas
Je me suis déjà apprêté moi-même à le saluer, à lui glisser quelque chose. Bon, comment on le fait? Comment on le fait? Ça, c'est un pays de désordre. Quelqu'un a dit assez récemment... un pays de pagaille. Ah bon, un pays de pagaille. Donc, vous avez posé la question, est-ce que le peuple exerce réellement son contrôle sur les pouvoirs publics? Et je n'ai pas osé vous dire oui ou non. Mais je vous ai dit, est-ce que le peuple sait qu'il a le droit de contrôle? Est-ce que le peuple sait que ses dirigeants, depuis la base, depuis le quartier jusqu'au sommet de l'État, est-ce que le peuple sait que c'est lui, le peuple, qui est le patron, qui est l'employeur de tous ceux-là, et que tous ceux-là sont à son service? Mais le peuple se comporte aujourd'hui tout comme si c'est ceux-là qui l'ont mis là. Oui. Là où lui se trouve. Que lui, le peuple dépend. Ils deviennent les patrons du peuple. Voilà. Les chefs. Les chefs. Voilà, non, c'est le peuple qui est le chef. En régime démocratique. Démocratie libérale. Et les pères évêques continuent. Pour utiliser un langage désormais reçu, on dirait que la démocratie, c'est, et je les cite, tout le monde le sait, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais ils ajoutent, mais en fonction du bien réel du peuple. Gouvernement du peuple. Par le peuple, et pour le peuple, mais en fonction du bien réel du peuple. Donc, qu'est-ce que la démocratie est réellement? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils disent, la démocratie pour le peuple, c'est mettre ensemble ses forces pour construire le pays. Ça veut dire que ce n'est pas du désordre. Ce n'est pas de chacun pour soi. Nous construisons ensemble notre pays. Notre pays. Le travail courageux et acharné de chacun et de tous permettra, disent les évêques, et à raison, permettra à tous et à chacun de jouir d'un bien-être national légitime, fruit de sa sueur, la sueur de tous les citoyens. Donc le travail ensemble. Travaillons ensemble. Construisons ensemble. Le vivre ensemble. La démocratie, continue-t-il, c'est aussi savoir exiger ses droits réels et justifiables légalement. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Mais en s'assurant que l'État est capable de répondre à ses revendications. Parce que l'État, c'est nous tous. Bien sûr. Si je fais des réclamations désordonnées, insensées, qu'on ne peut pas satisfaire, non, je ne peux pas dire, je suis citoyen, non. Nous sommes dans un contexte. Les revendications doivent être inscrites dans ce contexte-là. C'est comme les enfants à la maison. Si tu demandes à papa et maman qui n'en ont pas, gentiment vont te dire, fiston, nous n'en avons pas. Attends un peu. Mais tu ne vas pas te mettre à pleurer, à crier, à faire du bruit. Non. Nul ne peut contester le droit de grève. C'est un important acquis de la démocratie. Mais il faut savoir s'en servir. Le recours légitime à la demande, le recours légitime à la grève demande une grande patience, une grande prudence. L'amour de la patrie peut conduire à y renoncer à cause des préjudices graves qui en découleraient. La grève reste le dernier recours quand toute négociation a échoué. Alors, par rapport à cette question de grève, justement, par rapport à cette question de grève, dans ce pays, nous avons vu de par le passé, des syndicats se lever à gauche, à droite. Presque toutes les semaines, nous étions en grève. Presque toutes les semaines, dans ce pays, nous étions en grève. Et pire encore, dans les hôpitaux. On voit les malades mourir. On s'en réjouit. Et on avait même du plaisir à décompter ceux qui mouraient dans la journée. Vous voyez, dans les hôpitaux. C'était de l'anarchie. Et je reviens à ce que le président actuel a fait, en limitant au maximum ce droit de grève-là. Moi, je crois que ça va dans le sens où nos évêques sont en train de parler actuellement. Pour le bien du pays, on doit utiliser ce droit-là avec beaucoup de tact, beaucoup de réserve. J'ai eu l'opportunité, cher père, quand j'étais au gouvernement, sous le président Mathieu Kérékou, surtout quand j'étais au poste de ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de participer aux négociations avec les partenaires, les syndicalistes. Je n'ai trouvé aucun syndicaliste
inconscients de ce que vous venez de dire. Aucun. Ils sont tous des pères et mères de famille. Ils savent ce que c'est. Mais le vrai problème, c'est que ces négociations échouaient. Échouaient toujours du fait des dirigeants. Échouaient toujours. Parce que quand nous nous asseyons, nous avons des revendications. Nous savons que c'est à vous qu'on doit les adresser. On s'assoit. Avant que nous n'ayons la rencontre, vous avez reçu nos revendications. Vous avez eu le temps d'étudier. Ministère des Finances, ministère du Social, les ministères techniques concernés, etc. Ce que vous pouvez faire, vous le faites. Si nous demandons 100, que vous nous donnez 20, 25, vous expliquez. C'est lorsque ces négociations échouent que les gens se voient obligés de. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec. Non. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. D'accord? Aujourd'hui, vous avez rappelé, à coup de massue, on a dit, allez, ça suffit, vous n'allez plus le faire. D'accord, ils se sont tués. Donc vous allez le faire dans une certaine mesure. D'accord. C'est pas ne plus, mais vous le ferez dans une certaine mesure. Dans tous les pays du monde, ça se fait comme ça. Dans tous les pays du monde, la grève qui est le droit des travailleurs a toujours des limites. On encadre toujours. C'est parce qu'on n'a pas su encadrer d'une certaine façon auparavant que cela a été encadré dans tous les sens. Dans tous les sens. Et cela a été encadré tel que c'est maintenant. Voilà. Et mal encadré. Et mal encadré. D'accord? Nous qui en bénéficions, nous trouvons que c'est une très bonne chose. Très bonne chose. J'ai suivi récemment un syndicaliste faire la démonstration du malaise qu'il y a dans le pays. On ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais c'est dire que, oui, ce qui est fait aujourd'hui par le régime actuel, le régime 2016, ce qui est fait est appréciable. Est appréciable. Mais il y a quelque chose de plus à faire avec les travailleurs, les syndicalistes, pour que la grève soit encadrée, j'allais dire, avec l'accord de tous les partenaires sociaux. Voilà la réponse que je vous donne ce matin. Merci. Je continue. Les évêques disent ce que c'est que la démocratie. C'est là où nous en sommes. La démocratie soumet tous les citoyens, du sommet à la base, sans discrimination de sexe, de conditions sociales, de niveau culturel, aux mêmes exigences, tous égaux devant la loi qui définit les droits et les devoirs de chacun. Ça répond un peu à la question que vous voulez poser. Oui. Moi, je suis syndicaliste. Je suis dans l'enseignement. Je sais ce que je gagne, les efforts que je fais. Et j'apprends. Parce que les chefs qui nous dirigent, leur salaire, c'est nos sous. Je m'excuse de dire ça comme ça. C'est l'argent du contribuable. Mais quand moi, je travaille et que j'apprends que tel a 1000 fois mon salaire, vous allez peut-être me dire que 1000 fois, ce que je dis, c'est beaucoup. Mais je veux y aller de façon très claire. Quand vous avez le préfet qui est le numéro 1 du département, quand il a comme salaire 5 millions par mois, alors que les autres qui travaillent, le maximum qu'ils ont, peut-être c'est 500 000, c'est 200 000, c'est 300 000, c'est ceci, etc. Mais il y a une injustice flagrante. Il y a une injustice flagrante. Je ne veux pas faire le détail aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Donc, je dis simplement que les évêques ont raison. La démocratie soumet tous les citoyens, tous, et il précise, du sommet à la base, sans discrimination aucune, ni de sexe, ni de conditions sociales, ni de niveau culturel, aux mêmes exigences. Soumet les citoyens aux mêmes exigences. Parce que tous sont égaux devant la loi. Maintenant, ce que la démocratie devrait être. Alors, je crois que ce que la démocratie devrait être, c'est encore plus dense que ce que la démocratie n'est pas. Et cette partie, je proposerais que nous puissions la réserver pour la prochaine émission. D'accord. Parce que, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, c'est un document très dense. Oui. Un document très dense. Et nous prendrons vraiment le temps de bien le dépouiller et l'exposer pour que le peuple puisse savoir ce que nos pères les évêques ont eu à produire comme boulot, hein, dans leur quête vraiment du mieux-être pour ce peuple-là. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas une seule institution qui ait pu travailler de cette façon-là au mieux-être des citoyens que la conférence épiscopale du Bénin. Alors, monsieur le ministre, je crois que nous allons nous en arrêter ici. Mais avant, je voudrais avoir un peu votre mot de fin pour qu'on puisse conclure rapidement ce plateau, quitte à revenir là-dessus dans la prochaine émission. Je voudrais simplement, si vous m'autorisez,
saluer nos pères les évêques. Ils n'étaient que, combien? 6. Ils étaient 6, oui. Ils n'étaient que 6. Et la plupart ont rejoint le Seigneur. Paix à leur âme. Amen. Et ils ont été inspirés, fortement inspirés, soucieux du bien de notre pays. Voilà ce que je veux dire. Les saluer, saluer leur mémoire. Et pour ceux ou celui qui est encore là, remercier Dieu de nous l'avoir donné. Et demander à Dieu de nous aider à approfondir les messages qu'ils nous ont toujours donnés. Et en particulier, le message contenu dans cette lettre-là. Pour que nous commencions à vivre réellement ces messages-là. Nous avons le droit, le devoir de connaître les messages et de les mettre en application. Merci, professeur Adio. Nous arrivons au thème de l'émission de ce jour qui est consacré à la lettre pastorale exigeante de la démocratie donnée par nos pères les évêques à Abomey le 14 février 1992. Alors, je vous remercie de nous avoir aidés à comprendre davantage ce message-là. Nous allons y revenir encore dans 2 ou 3 autres émissions pour essayer de mieux décortiquer cette lettre-là et permettre au peuple béninois de savoir un peu ce que nos pères les évêques ont produit comme travail laborieux. In necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, même canal, même chaîne, à la même heure, avec la même lettre que nous venons d'entamer. Alors d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.